Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie Kaya, directrice de campagne de la Fondation de l'École Polytechnique, et je suis ravie de vous accueillir au nom de la Fondation de l'École Polytechnique pour cette masterclass de Guillaume Hollard. Comme certains d'entre vous le savent, notre mission principale à la Fondation est d'accompagner la stratégie d'excellence de l'X, et pour cela, nous faisons notamment appel à la générosité des particuliers et des entreprises. Car c'est bien votre engagement qui rend concret pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs de l'école l'accomplissement de leurs projets. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'adresse pour nous soutenir, il s'agit de don.fondationx.org. Alors, parmi les nouveaux projets de l'X qui nécessitent des financements, figure celui porté par Guillaume Hollard et son équipe. Guillaume est professeur d'économie à l'École Polytechnique et directeur de recherche CNRS au Centre de recherche en économie et statistique. Il est à l'origine d'une initiative passionnante qui relève le défi de faire le pont entre intelligence artificielle et diversité. Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté de donner cette masterclass ce soir. Je vous laisse la parole pour 35 minutes. Je rappelle aux participants que vous pouvez poser vos questions via le chat et en fin de session, au bout des 35 minutes, on pourra prendre certaines des questions. Voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci pour cette introduction. Donc, je vais partager ma présentation. Voilà. Donc, le sujet qui va nous occuper pendant 35 minutes est donc cette utilisation des outils de l'intelligence artificielle au service d'un projet sur la diversité, en particulier en direction de l'école. Donc, Marie m'a gentiment présenté. Donc, je vais passer directement à ce qui vont être nos problématiques principales. Donc, la question qui nous intéresse, c'est donc une question sur la diversité, donc, qui peut être celle pour l'École Polytechnique, mais on va voir que avancer sur cette question de manière aussi rationnelle que possible ne peut pas être vraiment pensé sans comprendre un peu mieux les déterminants de l'orientation vers les filières scientifiques en France. Comme je vais l'expliquer, il y a des choses assez particulières au système français et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, le plan de la présentation, je vais rappeler, faire un état des lieux, savoir où on est de ce que j'appelle la diversité à la française. Je dirai un mot de la crise actuelle de l'enseignement des sciences, d'où elle vient, comme on peut la constater. La partie intéressante va être de passer du constat à l'action. Une fois qu'on a vu qu'un certain nombre de choses ne fonctionnaient peut-être pas de manière optimale, qu'est-ce qu'on peut faire? J'insisterai sur le cœur du projet, qui est donc sur les questions d'IA et d'orientation, en vous donnant autant que possible des éléments sur la mise en œuvre, les aspects éthiques, l'équipe qui est mobilisée, pourquoi c'est un projet qui requiert des financements un peu spécifiques, et ce qu'on espère faire dans quel délai. Donc, sans plus tarder, revenons à la question de la diversification de l'accès aux grandes écoles. Donc, c'est une question qui a une histoire. On n'est pas du tout les premiers à s'intéresser à cette question. Il y a, pour commencer, une prise de conscience qu'on peut situer à peu près au début des années 2000, qui est que dans ces questions de diversité, il y a le constat qu'il y a des élèves qui seraient sans doute de très bons étudiants dans nos écoles, qui pourtant ne vont pas y accéder. Donc, ne vont pas y accéder exactement pourquoi, on peut discuter, mais il y a quand même l'idée que élargir le recrutement des talents, le vivier dans lequel on recrute ces talents, serait probablement quelque chose de nécessaire sur toile de fond qui y a quand même probablement un manque d'ingénieurs dans notre pays. Donc ça aboutit à la signature d'une charte en 2005 qui vient reprendre ces idées. Et puis, on voit fleurir toute une série d'initiatives, cordées de la réussite, des voies parallèles de recrutement, etc. Pendant un moment, il n'y a pas forcément beaucoup d'évaluation de tous ces dispositifs, il y en a beaucoup. Une date importante qui va couvrir la période 2006-2016 et que je vais vous montrer beaucoup d'extraits de ce rapport, c'est un rapport de Bono et co-auteur qui donne une vue d'ensemble de la diversité sur la période 2006-2016. Donc les choses seraient assez simples si on était resté là, mais il y a des changements importants qu'on ne peut pas ne pas noter qui sont liés à la réforme Blanquer de 2019
Et donc, le tableau d'ensemble qui avait été celui de la période 2006-2016 doit être complété par des éléments sur la période qui est celle de 2019. Donc là, on est toujours dans donner un état des lieux déjà sur cette première période. Donc, des éléments chiffrés pour essayer de bien poser le débat. Ce que nous dit ce fameux rapport, c'est que, par exemple, si on veut situer les différences qui sont celles, par exemple, liées à la géographie, les bacheliers franciliens constituaient entre 44% et 57% des effectifs inscrits à l'école polytechnique, à l'HEC, à l'ENSULM, l'IP Paris, donc les écoles les plus sélectives. Donc on voit qu'il y a une très forte surreprésentation des bacheliers franciliens. Et si on prend les trois premières, donc l'école polytechnique, HEC, l'ENSULM, on voit qu'un quart des élèves de ces écoles sont des bacheliers parisiens. Donc, il faut bien insister sur un point, c'est qu'il s'agit vraiment de lycées où les élèves ont passé leur bac, non pas des classes préparatoires. Donc, si on prend comme référence le nombre de bacheliers généraux, on voit par exemple que Paris fait à peu près 4% des bacheliers généraux en France, mais va avoir un quart des élèves dans les écoles les plus sélectives. Donc, la première constatation, c'est qu'il y a une très forte surreprésentation des élèves parisiens et des élèves franciliens. Donc ça, c'est un premier indice que potentiellement, il y aurait beaucoup de talents peut-être qui échappent à ces régions-là, qui n'ont pas trouvé la voie d'accès, n'ont pas eu l'information, mais qui pourtant auraient une contribution positive s'ils pouvaient intégrer nos écoles. Donc, désolé, je commence avec un graphique, mais ce qui a permis ce rapport, c'est essentiellement d'appareiller des données qui sont des données sur les élèves, les endroits où ils ont passé leur bac, et ce qu'ils sont devenus dans l'enseignement supérieur. C'est aussi quelque chose qui est lié à un accès aux données qui avant était plus difficile. Donc sur ce graphique, ce qu'on va voir, c'est que si les lycées contribuaient en proportion égale au recrutement des grandes écoles, on devrait voir une répartition, quand on classe les lycées ici, qui suivrait cette courbe en pointillé. J'espère qu'on voit assez facilement quand je bouge la souris. Donc ça serait vraiment une égalité des chances absolue. En bleu, ici, on a ce qui se passe pour les grandes écoles en général. Donc si on regarde, par exemple, ce point qui est indiqué ici, on a 17% des lycées, donc c'est les lycées généraux, qui fournissent 50% des effectifs des grandes écoles. Donc on voit que c'est déjà assez concentré. Et quand on regarde un peu plus précisément encore, on a 8% des lycées qui vont fournir 50% des effectifs pour les écoles les plus sélectives. Donc on a une concentration très forte sur un petit nombre de lycées. Encore une fois, ce n'est pas les lycées de classe préparatoire, ce sont les lycées où les élèves ont passé leur bac. Donc on voit qu'il y a un petit nombre de lycées, en particulier en région Île-de-France, qui vont fournir une grande partie des effectifs de ces écoles. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il pourrait y avoir un recrutement plus large qui permettrait d'attirer davantage de talents vers ces filières sélectives. Si on regarde une deuxième dimension selon laquelle la diversité semble faible, on voit que les PCS, donc c'est le nouveau nom des CSP, les plus favorisés, alors ici c'est une définition un peu large parce que ça inclut les enfants dont les parents sont dans l'éducation, on voit qu'il y a une très forte représentation, puisqu'il devrait y avoir 24%, si encore une fois on prend comme référence une norme d'égalitaire, 24% des PCS les plus favorisés, d'élèves issus des PCS les plus favorisés qui devraient représenter ces élèves-là dans les écoles, et on voit sur le graphique une très forte stabilité et une très forte surreprésentation des PCS les plus favorisés, et évidemment compensé par une sous-représentation des PCS défavorisés. Et ce qui est très notable, c'est cette très forte stabilité qui pose la question de savoir tous ces dispositifs qui ont été mis en place sur cette période-là, est-ce qu'ils étaient insuffisamment dotés, donc ils n'ont pas pu inverser la tendance? Est-ce qu'ils n'étaient pas les bons? Est-ce qu'il y en a qui ont marché, d'autres pas? Donc ça pose beaucoup de questions sur l'influence de ces dispositifs qui étaient donc destinés à essayer d'augmenter la diversité. Troisième sorte de diversité, on peut la regarder sous plein d'angles, mais très frappant, c'est les différences liées au genre. Donc ce que vous voyez sur le graphique, c'est la proportion d'élèves filles dans les filières scientifiques. Donc un résultat
très fort, en fait, qu'on observe très couramment dans tout ce qui est l'étude des différences de genre, c'est ce qu'on appelle le tuyau percé, ou leaky pipeline en anglais, qui est que plus on monte dans le degré de sélectivité, plus on monte dans la hiérarchie, plus la proportion de filles ou de femmes a tendance à baisser. Donc, on va le trouver ici, typiquement, il y a 54% de filles en seconde générale, 47% de filles, c'est avant la réforme, hein, donc on est encore dans les filières S, il y a 47% de filles en première S et en terminale S, et ensuite, il y aura plus de 30% de filles à l'entrée des classes préparatoires scientifiques et 35% pour les filières scientifiques à l'université. Donc, on voit cette baisse, et comme on sait que très souvent, les filières scientifiques sont associées à des filières plus prestigieuses, on va donc diminuer progressivement la proportion de filles, et c'est quelque chose qui reste vrai si on prolonge cette tendance. C'est-à-dire que si on va vers les écoles les plus sélectives, on va trouver encore moins de femmes que ce qu'on voit là. Si on monte dans la hiérarchie, par exemple, de la recherche, on va trouver presque une proportion importante de femmes qui sont docteurs, on en trouvera un peu moins qui sont maîtres de conférences, encore moins qui sont professeurs. Donc, c'est ce phénomène très général. Ensuite, il faut dire un mot, je pense que c'est absolument important, de la réforme de 2019, puisque ce qui semblait très stable, presque immuable, va être très nettement bousculé par la réforme de 2019. Donc, la réforme de 2019, elle vient poser une autre question qui est donc liée au choix des options. Donc, je rappelle brièvement ce qu'est cette réforme, pour ceux qui n'ont pas d'enfants au lycée. À partir de 2019, il y a un choix de 3 options à l'issue de la seconde. Donc, la première se fait avec un tronc commun plus 3 options. Et ensuite, on a 2 options qui sont conservées en terminale. Donc, on comprend qu'il y a une option qui est abandonnée. Et, grande réforme, les mathématiques deviennent optionnelles. C'est-à-dire que les élèves, à partir de la seconde, peuvent ne plus faire du tout de mathématiques dans la réforme version 2019. Donc, le problème qu'on va avoir, c'est que les élèves vont prendre quand même pas mal de mathématiques en première, mais vont avoir tendance à beaucoup laisser tomber les mathématiques à l'issue de la première, donc pour leur terminale. Et ça a comme conséquence, sur ce graphique qui est assez facile à interpréter, qui est une chute très forte du nombre d'élèves qui font des sciences. Donc, si je regarde le graphique, on voit dans la courbe du haut les effectifs du bac général. Donc, on continue à avoir une hausse, où on va atteindre presque 400 000 bacheliers par génération. Mais si on s'intéresse aux élèves qui simplement font des maths, on voit que déjà, il y a une chute très forte. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui ne font plus de maths. Donc là, on descend à 200 000. Et ce qu'on a ici en bleu, ce serait, disons, l'ancien bac S. Et alors, c'est là que vraiment il y a un constat qui est presque effrayant, c'est qu'on était à peu près 200 000 bacheliers scientifiques, et on descend, après la réforme de 2019, à seulement 100 000. Donc, on divise par 2 le nombre de bacheliers, ce qui est un effet très massif, surtout quand on pense à un simple jeu d'options. C'est un peu surprenant de se dire que ce petit jeu d'options va suffire à avoir un changement, à créer un changement qui est vraiment assez radical. Et on voit en dessous le bac ES avec maths qui suit une tendance tout à fait équivalente. Donc, à partir de 2019, on a cette chute d'effectifs dans les filières scientifiques. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a en particulier comme impact très fort le fait qu'on va voir diminuer très nettement la proportion de filles dans les filières avec des maths. Donc, les filles restent 56% des élèves du lycée en terminale générale. Celles qui font un peu de maths passent de 53 à 47, on le voit ici. Puis on va s'intéresser peut-être à ce qui nous intéresse le plus, c'est celles qui font le plus de maths, donc les maths expertes ou qui suivaient des filières les plus scientifiques. Et on passe de 41 à 31% ici. Donc on a une vraie chute et il faudrait revenir longtemps en arrière pour retrouver un niveau équivalent. Donc il y avait eu une montée en puissance graduelle des femmes dans les filières scientifiques, et là on repère tout ce terrain de façon assez massive à partir de 2019. Donc, ça, c'est pour le constat qui nous intéresse ici sur l'orientation vers les sciences, puisqu'on a en tête que pour aller vers les classes préparatoires ou les filières scientifiques qui permettent d'accéder aux grandes écoles, il faut quand même arriver à faire un minimum de sciences au lycée, sinon ça va être difficile. Et il y a, en toile de fond, quelque chose qui dépasse la question de l'orientation qui nous intéresse ici. Donc là, c'est des problèmes que je mentionne parce qu'ils sont quand même très présents, mais sur lesquels le projet que je vais vous présenter ensuite ne pense pas avoir beaucoup d'impact. Enfin, je ne pense pas qu'il en ait, on ne sait jamais. Mais... Donc, le premier problème va être une baisse continue du niveau en maths depuis 40 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est très frappant, très spécifique à la France et surtout très constant.
Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est toute une série d'évaluations des compétences des élèves en mathématiques. Donc, on voit la baisse depuis les années 70. Et à droite, plus proche encore de nous, bon, il n'y a que 2 points d'observation, hein, c'est en 95 et en 2015, c'est des tests sur les élèves les plus avancés en mathématiques. Donc, pour la France, ce sont des élèves de terminale S et de début de maths sup. Et on voit que sur cette population spécifique, donc très proche de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des élèves qui ont un goût pour les maths, qui se sont orientés vers les prépas scientifiques, on voit une chute vraiment très forte du niveau et qui semble spécifique à la France. La Suède a eu à un moment quelque chose d'équivalent, mais a su redresser un peu la barre. Et on a donc une vraie chute inquiétante du niveau. Et là, on parle bien des élèves qui sont les plus matheux, c'est-à-dire ceux qui sont en fin de terminale S, début de maths sup. Donc, en général, cette toile de fond, c'est vraiment cette baisse de niveau. Je mentionne aussi un deuxième point qui, encore une fois, je ne pense pas que ce qu'on va présenter comme projet de recherche aujourd'hui puisse malheureusement faire grand-chose, mais vous voyez ici sur ce graphique, en bleu, le nombre de postes qui sont ouverts au concours. Là, on parle du CAPES de mathématiques. On aurait des choses très similaires pour l'agrégation. Et vous avez en vert le nombre de candidats. Donc, on voit qu'on a un pic à peu près 7-8 candidats par poste, pour ensuite descendre graduellement vers la situation actuelle où il y a moins de candidats présents au concours que de postes. Donc ça, c'est une constante. Donc clairement, il y a un problème d'attractivité du métier. Et avec la baisse continue du niveau, on a la toile de fond de ce qu'est la situation des mathématiques aujourd'hui en France. Donc si on rassemble ce qu'on constate dans tous ces chiffres, tous ces graphiques, c'est donc une faible diversité du recrutement des grandes écoles, qui est biaisée en faveur de l'Île-de-France, des garçons et des CSP+, mais très biaisée. Et on a une perte de diversité qui s'est encore accrue depuis la réforme de 2019. On n'a pas d'impact détectable des programmes qui visent à augmenter la diversité, donc on a un problème à ce niveau-là. Et depuis la réforme, donc depuis 2019, la réforme entre en vigueur pour les élèves qui entrent en première en septembre 2019, on a une baisse importante du nombre de bacheliers scientifiques sur fond de baisse continue du niveau en maths. Et le point important, je pense, qui rend la situation actuelle très spécifique, c'est que ce constat d'une crise de l'enseignement des sciences, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très largement partagé. Ce n'est pas quelque chose qui serait, je ne sais pas, quelque chose qu'on discute dans les cercles de chercheurs. Donc, je prends un exemple qui, je pense, est important, enfin assez symptomatique, qui est les assises des mathématiques, qui ont donc rassemblé vraiment toutes les professions qui sont de près ou de loin liées aux mathématiques, donc les mathématiciens eux-mêmes, mais tous les professionnels impliqués dans les mathématiques, les usages des mathématiques par les entreprises. Et ce constat de crise est complètement partagé actuellement par l'ensemble de ces acteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner parce que je pense qu'il y a un terreau qui est très favorable à une réforme, puisque l'ensemble des acteurs sont aujourd'hui alarmés par le constat qui est fait. Donc, quand on a bien constaté, on arrive dans la partie plus difficile qui est de dire, bon, tout ça, ok, ça va pas fort, mais comment faire en sorte qu'on puisse identifier des choses qui marchent? Donc, ce qui marche mériterait d'être détaillé beaucoup plus, hein, mais je vais ici donner 2-3 indications de pourquoi c'est compliqué d'identifier vraiment des choses qui fonctionneraient. Donc, la première chose qui est une spécificité assez française, c'est qu'on expérimente très peu. Les réformes sont mises en œuvre sans expérimentation sur la base du fait qu'aujourd'hui, on serait dans une situation où quelqu'un pourrait prévoir, anticiper l'intérêt de la réforme. La réforme Blanquer, elle a été portée par un rapport Mathiot. Ce rapport décrit ce qui va être fait, décrit ce que ça va faire. Et à aucun moment n'est fait mention d'expérimentation, d'indicateurs qui pourraient être surveillés au cas où il y aurait des effets inattendus. Donc, on est assez surpris quand on réfléchit à la réforme des politiques publiques, donc c'est mon métier, on est assez surpris de voir qu'il y a très très peu d'expérimentation dans ce domaine. Donc, peu d'expérimentation, ça veut dire en particulier qu'on a très peu d'expérience de dimension causale. Donc, un moyen d'avoir des choses qui soient causales dans les sciences sociales, c'est très inspiré, par exemple, hein, ce n'est pas le seul moyen, mais des expériences randomisées. Donc, on aime bien avoir 2 échantillons tirés au sort. Donc, comme ça, ils sont comparables sur beaucoup de dimensions.
et sur lesquels on applique sur l'une un traitement, sur l'autre non. Et donc ça va permettre typiquement de pouvoir avoir une explication causale. On saura que c'est vraiment le traitement qui a été mis en œuvre qui pourra faire quelque chose. Donc ça, c'est aussi une spécificité, c'est qu'on a très peu de ce type d'évaluation. Il y en a quelques-unes, je vais vous en parler. Et globalement, on a peu d'évaluations, donc des réformes éducatives. Elles sont très peu évaluées, très peu souvent, ou avec des méthodes qui ne sont pas tout à fait celles qu'emploieraient des chercheurs. Donc, dans cette veine-là, sans surprise, il y a une faible mobilisation des productions scientifiques, et ce qui est peu dommage parce que l'éducation, c'est quelque chose qui a donné lieu à énormément de publications. Il y a presque plus d'1 million d'articles sur l'éducation, donc on pense que la science a beaucoup réfléchi, les chercheurs ont produit beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est marquant dans le paysage français. Et dernier point, accéder aux données dont on aurait besoin pour faire ces choses d'évaluation, ce n'est pas toujours quelque chose qui est évident, même pour des chercheurs. On n'a pas accès à tout, pas tout de suite, etc. Il y a différentes raisons, hein, bonnes ou mauvaises, mais c'est quelque chose qui vient limiter la possibilité de porter des jugements un peu clairs sur la qualité des réformes. Donc, si, toujours pareil, on garde ce cap d'aller vers des propositions concrètes, on sait qu'autour de la diversité, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, et autour de l'enseignement des mathématiques, probablement encore plus. Mais, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, il n'y a pas de consensus, autant il y a un consensus sur le constat, autant il n'y a pas de consensus sur les actions à mener. Par où est-ce qu'il faut commencer, quelles sont les méthodes les plus prometteuses, etc. Donc, on pourrait discuter de pourquoi c'est difficile d'établir ces consensus, pourquoi on ne peut pas, par exemple, toujours généraliser des choses qui marchent, parce qu'il y a des choses qui peuvent être très limitantes. Et donc, ce que je vous propose, c'est en fait de nous centrer sur des pistes d'action qui sont prometteuses, je vais vous dire exactement lesquelles, hein, pour améliorer l'orientation, donc on parle bien d'orientation, et on veut des choses qui aient fait leur preuve, c'est-à-dire qu'on a pu montrer qu'elles semblaient fonctionner plutôt à petite échelle, mais qui sont appuyées sur des démarches solides, scientifiques, d'évaluation, d'expériences randomisées, de choses qui permettent de voir une bonne idée du fait que si on les généralise, on pense sans certitude obtenir des effets positifs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet concrètement? Donc, je vais le détailler, mais s'il fallait le résumer en un slide, le projet qu'on propose ici, c'est un projet qui va donc lier orientation, donc les choix particuliers d'orientation au lycée, et les techniques qui sont issues de l'IA. Donc l'IA, ici, il y a deux dimensions qu'on va appeler un peu IA, c'est un terme un peu fourre-tout pour l'instant, on va préciser ce qu'on veut dire par là. Il y a l'accès à des données massives, c'est-à-dire d'avoir accès à beaucoup plus d'informations que ce qui était utilisé jusqu'à maintenant pour penser les questions d'éducation. Et les outils issus de l'IA, machine learning par exemple, pour pouvoir systématiser des approches qui ont fait leur preuve à petite échelle. Donc, c'est vraiment passer au numérique et à l'aspect massif des choses. Donc, l'idée d'un déploiement massif à grande échelle, ça permettra de comparer et ou de combiner trois approches. Ici, on en sélectionne trois pour des raisons qui sont vraiment des raisons scientifiques, c'est-à-dire qu'on a, parmi tout ce qu'on a trouvé, tout ce qui a été essayé, il y en a trois qui semblent prometteuses, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas. Donc, on a retenu ces trois-là. Donc, la première, je vais vous la détailler, c'est sur la question de la sous-confiance, en particulier, par exemple, des filles, et ce qu'on peut faire en amenant de l'information objective. Il y a la question des rôles modèles, donc de donner aux élèves un modèle sur lequel ils peuvent se projeter. Et ce que je vais vous expliquer aussi, c'est les barrières psychologiques, qui sont toutes ces petites choses un peu absurdes qui peuvent se mettre sur la route d'un élève dans son orientation et avoir un impact assez fort. Donc, dans ce projet, il y a aussi, évidemment, l'idée que ce n'est pas un projet qui se passe ex nihilo, comme ça, hors du monde. Il faut s'articuler à des dispositifs existants. Il y a des initiatives des grandes écoles, en particulier à l'école polytechnique. Il y a des services d'orientation dans les lycées. Il y a un service d'orientation national. Donc, tout ça est pensé pour s'intégrer le plus harmonieusement possible dans ces dispositifs. Donc, l'apport en termes de données, ici, il est lié à un constat très simple qu'ont fait tous les parents, c'est que si vous avez des enfants au lycée, au collège, vous avez peut-être accès à un logiciel qui s'appelle Pronote. Pronote sert d'interface entre l'établissement et les parents, mais sert plus profondément de solutions de software pour gérer les établissements scolaires. Donc, beaucoup des établissements scolaires aujourd'hui sont gérés via Pronote. Et donc, Pronote,
c'est le nom du logiciel, mais Index Éducation, qui est l'entreprise qui propose ce service, va gérer des millions de comptes d'élèves, d'enseignants, de chefs d'établissement. Donc, il y a énormément d'informations et en exagérant à peine, il y a pratiquement toutes les informations qui pourraient exister à l'échelle d'un établissement scolaire sont reportées dans Pronote. Donc, c'est une mine de recherche, ce qu'on appelle les données massives. Il y a un stockage qui est centralisé, quand on veut faire des choses aussi massives, on est bien content de savoir que toutes ces données sont au même endroit. Il y a une mise à jour en temps réel, c'est mis à jour presque minute par minute, et de façon surprenante, ça n'a pas encore été utilisé pour la recherche, ni pour la décision publique. Donc il y a eu quelques petits extraits de Pronote qui a diffusé quelques informations, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui a pu être utilisé. Donc le constat était au départ très simple, c'est-à-dire qu'on a une masse de données absolument importante, qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Je crois qu'aucun autre pays au monde n'a un système aussi centralisé. Et il y a certainement des choses qu'on pourrait apprendre pour la recherche. Donc là, je vous présente quelques projets, mais on verra qu'il y en a d'autres. Et donc, comment utiliser ces données de façon intéressante? Donc, si on prend le premier thème qu'on propose, c'est d'utiliser une façon de lutter contre la sous-confiance. Alors, la sous-confiance, il faut rappeler que c'est quelque chose qui est assez général. Le graphique que je vous montre ici, c'est un graphique où on a collecté des données, enfin l'enquête Teams a collecté des données dans 46 pays. Donc vous avez 400 000 observations là, sur ce graphique. Et la courbe en rouge vous montre comment les garçons répondent à la question de savoir s'ils sont bons en maths. Donc ensuite, en bas, ce que vous voyez, c'est le centile de leur score au test en mathématiques. Donc si on part de la gauche, le 0 indique que on regarde des élèves qui sont dans le 1% le plus faible de la distribution, ceux qui ont les plus mauvais résultats. Les garçons sont quand même pas loin de 50% à considérer qu'ils sont bons en maths à ce niveau-là, et les filles sont à 40%. Quand on monte dans la distribution vers le 100, donc on va aller vers les meilleurs élèves en maths, évidemment, heureusement, je dirais, la part des réponses augmente, donc les filles comme les garçons pensent qu'ils sont quand même meilleurs en maths, mais on voit qu'il y a un écart qui se resserre, mais les garçons continuent à se penser meilleurs en maths que les filles à niveau égal. Et c'est ce à niveau égal qui est important parce que, typiquement, l'objectif d'un programme de diversité, c'est de se dire qu'il serait dommage qu'à niveau égal, il y ait des élèves qui fassent l'effort de s'orienter vers passer les concours, vers les classes préparatoires, et qu'à niveau égal, il y ait d'autres élèves qui auraient eu envie d'y aller, mais qui n'ont pas osé, qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu, etc., mais sans que soit mis en cause leur talent. Donc, c'est cette question ici. Et comment on peut lutter contre cette sous-confiance? Parce que ça, le constat, encore une fois, est assez facile, les actions, pas forcément. Donc, il y a au moins une étude intéressante qui est sur le cas français. Donc, c'est des étudiants qui sont en fin de lycée, qui s'orientent vers Parcoursup. Et donc, c'est assez simple. On demande à ces élèves de donner ce qu'est selon eux leur position entre 0 et 100, donc c'est un percentile, pour dire où est-ce que vous vous situez en matière d'orientation. Quel est votre niveau? Comment vous percevez votre niveau? Et donc, ce que va faire cette petite application informatique ici, c'est situer le niveau qui est déclaré par les élèves. Donc, ici, ça serait le niveau qu'on voit ici. Donc, par exemple, c'est un élève qui se pense au 55e percentile, et qui se trouve en pratique, puisque le logiciel qui est employé ici a accès à la distribution complète, assez loin en fait de la réalité, puisqu'il y aurait 28 points d'écart, dans l'exemple qui est ici, entre ce que l'élève pense être sa place dans la distribution, son rang, et ce qui est son rang réel. Donc ça paraît tout petit, on se dit, bon, bah, c'est presque du gadget quasiment. Ben, en fait, non, c'est une des interventions, c'est-à-dire une des choses qu'on peut faire sur l'orientation qui semble avoir les résultats les plus prometteurs. Ça a une forte influence sur les choix d'orientation. Ça suffit à pratiquement recréer une égalité garçon-fille, ça permet de favoriser des catégories sociales qui ne sont pas les plus favorisées, ça permet de faire tout un certain nombre de choses. Donc, de remettre un peu d'ordre dans ces croyances. Et donc, on voit les garçons qui arrêtent d'être surconfiants et de demander des choses qu'ils n'auront jamais. Et on voit les filles qui arrêtent d'être sous-confiantes et de demander des choses plus ambitieuses qu'elles obtiennent. Donc, c'est quelque chose qui a des résultats tout à fait étonnants. Et ce n'était pas forcément évident. On n'aurait pas forcément deviné que c'était le cas. Mais il y a vraiment une évaluation très précise qui est faite. C'est une étude récente sur données françaises
Donc, on a toutes les raisons de penser que c'est quelque chose qu'il faudrait systématiser. Deuxième étude qui s'appuie là encore sur des travaux tout à fait scientifiques, il y a la possibilité d'utiliser les rôles modèles. Donc, les rôles modèles, c'est quelque chose dans lequel beaucoup d'espoir a été placé, qui est l'idée que si on est en face de quelqu'un qui serait soi-même projeté dans le futur, on peut être dans la situation de se dire « Ah, mais oui, finalement, cette personne a réussi sur ce chemin que j'envisagerais de prendre. Et si cette personne l'a fait et qu'elle vient de là où je suis, c'est en gros moi, il y a quelques années, bah, je peux le faire aussi. » Et donc, ça peut donner envie, ça peut donner la motivation, ça peut donner le courage, ça peut donner la détermination, l'information aussi, que les choses sont possibles. Alors, c'est quelque chose qui est moins spectaculaire dans les résultats, dans le sens où on sait que ce n'est pas des effets aussi mécaniques que ça. Il faut que le rôle modèle soit adapté, il faut qu'il ressemble effectivement à la personne à laquelle elle s'adresse. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point, c'est qu'il faut des rôles modèles. Et que si on parle d'une généralisation à quelques milliers de personnes, ou milliers d'élèves, millions peut-être même, c'est une intervention qui va être un petit peu coûteuse pour être généralisée. Donc, il faut bien choisir le rôle modèle et il faut peut-être aussi choisir les meilleures associations et peut-être aussi choisir les élèves, les groupes d'élèves en particulier, pour lesquels on pense qu'une action de type rôle modèle peut être efficace, c'est-à-dire cibler les moyens là où on pense que c'est le plus efficace. Donc ça, c'est le deuxième type d'intervention qui est envisagé. Le troisième type, c'est à ne pas négliger, ça a beaucoup d'impact dans beaucoup d'études, qui est ce qu'on appelle les barrières psychologiques. Donc, les barrières psychologiques, c'est un terme qui vient de l'anglais, que j'ai traduit comme ça, on dit psychological frictions en anglais, c'est-à-dire que c'est des éléments d'apparence négligeables, des choses qui devraient pas jouer, en fait, mais qui influent sur les décisions, typiquement. Donc, pour l'orientation, c'est typiquement un élève qui avait des bonnes notes en sciences, qui se dit, tiens, pourquoi pas aller effectivement vers une filière scientifique, et puis qui, au tout dernier moment, voit par-dessus l'épaule de son voisin que son voisin va ailleurs et décide de changer. Et pourquoi? C'est pas très clair, la personne n'est pas très au clair sur pourquoi elle a fait ce choix, mais voilà. Et ça peut être ça peut être qu'il fallait remplir un papier avant telle date, ça n'a pas été fait, donc finalement la personne laisse tomber, oublie, tout ce qui fait des petites choses, comme ça, ces petits grains de sable qui peuvent se mettre sur le trajet vers l'orientation, mais qui, au final, finissent par avoir une influence qui peut être assez considérable. Ça peut être un manque d'informations ou de petites informations, parce qu'en général, les grandes informations sont quand même diffusées. Donc là, le type d'intervention qui est proposé, ça peut être couplé avec l'aspect rôle modèle d'ailleurs, c'est vraiment un accompagnement pas à pas. Donc si sur le graphique à droite, vous voyez des grandes étapes de l'orientation, puisque maintenant il y a un choix en fin de seconde, il y a un choix en fin de première, puis il y a un choix à faire sur Parcoursup. Donc au moment de ces choix, ça peut être intéressant de s'assurer que les personnes ont eu les informations dont elles avaient besoin, qu'elles n'ont pas oublié, qu'elles ont bien fait les choses. Donc, un suivi léger, mais à ces moments clés, peut tout à fait faire ses preuves. Donc, c'est quelque chose qui marche assez bien et qui mériterait sans doute d'être généralisé. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé d'IA ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec de l'IA? Donc, l'IA, ce n'est pas utiliser un terme qui est sur toutes les lèvres, hein, c'est vraiment utiliser des techniques dont on pense qu'elles sont importantes et utiles, hein. Donc, la première chose dont on a besoin pour un projet de ce type-là, c'est de pouvoir informer les élèves sur leurs chances de réussite, mais compte tenu de leurs notes, de leur passé, de là d'où ils viennent, de toutes les informations qu'on peut avoir. Donc là, c'est un travail de prédiction assez standard qui va essayer de dire, Pronote est très riche en informations. Donc, quand on a beaucoup d'informations sur les élèves, et si on peut observer ce que sont devenus des élèves plusieurs années après, 2 ou 3 ans, peut-être qu'on pourra assez facilement prédire les chances de succès des élèves qui sont au moment des choix d'orientation, en se basant sur ce que des élèves qui leur ressemblent le plus possible sont devenus dans le système. Donc ça, c'est vraiment un travail de prédiction un peu standard. Et ce qui est associé à ce travail de prédiction, c'est d'identifier les meilleurs prédicteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup le genre, l'origine sociale, un certain nombre de choses, mais on ne sait pas forcément très bien quels sont les aspects qui prédisent le mieux.
Prédire, ça ne veut pas dire expliquer, hein, ça veut dire juste que ces informations-là permettent de ensuite dire quelque chose sur la réussite. Ça peut être tout à fait trivial. Si c'est dire que des élèves qui ont 20 de moyenne en maths réussissent bien en maths, ça peut être de ce niveau-là, mais ça peut être des choses cachées, et c'est l'intérêt de l'IA que d'aller chercher des choses qui échappent à l'intuition ou qu'on ne voit pas. Donc concrètement, sur la première partie, c'est vraiment un problème de machine learning où on cherche à trouver le meilleur modèle. Donc le petit graphique qui est à droite vient nous rappeler qu'il ne faut pas non plus se laisser éblouir par ces techniques, puisqu'on peut être couramment dans ce qu'on appelle l'overfitting, c'est-à-dire quelque chose qui va surapprendre. Et donc, il faut faire attention à ce problème pour ne pas créer un modèle qui prédit très bien, mais qui prédit essentiellement du bruit. Et le deuxième point, c'est des techniques, ce n'est pas le lieu ici de rentrer dedans, mais on a des techniques qu'on appelle de lasso, qui sont donc des régressions qui utilisent la norme L1, c'est celle qu'on voit à gauche, et qui a la particularité d'aller chercher une maximisation sous contrainte, où on va très souvent trouver un optimum qui est sur les angles de cette boule unité. Et ça veut dire qu'on va, en fait, quand on le généralise en grande dimension, on va annuler un certain nombre de coefficients. Donc, on va extraire les coefficients qui sont les plus porteurs de la prédiction. Et donc, quelles sont les variables qui vont devenir importantes pour la prédiction. Encore une fois, prédiction, ça ne veut pas dire explication, hein. Donc, c'est ça qu'on peut faire avec ces techniques d'IA dans ce cas précis. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ça permet de faire quelque chose. Bon, ici, c'est un modèle tout à fait approximatif, hein, qu'on a fait comme ça, en imaginant comment pourraient être les choses, mais on a des informations sur un élève. Donc, pour un élève, on peut lui apporter des informations qui sont objectives, ça c'est vraiment important, des informations qui sont personnalisées, c'est-à-dire qui tiennent vraiment compte de l'élève auquel on s'adresse, et ce n'est pas écrit ici, mais c'est très important que ça soit au bon moment. Et ça, typiquement, Pronote permet d'avoir du temps réel dans les notes, dans les actions, dans plein de choses. Et donc, on peut vraiment intervenir au moment où les élèves vont faire leur choix d'orientation avec de l'information objective. Donc, il faut qu'il y ait vraiment ces trois dimensions, que ce soit objectif, personnalisé et que ce soit au bon moment. Donc, typiquement, ça pourrait donner des choses comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, ben voilà, un élève qui envisage différentes filières, qu'il a lui-même choisi, on pourrait dire, ben voilà, les élèves avec votre profil, le profil étant beaucoup plus riche, hein, que simplement les notes, le genre, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus... il y a plus d'informations là-dedans. Voici typiquement quelles sont les chances de réussite dans les différentes filières. Donc ça peut aider les élèves, leurs familles, l'établissement à se faire une idée des chances de réussite. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui aujourd'hui est difficile à faire puisque c'est difficile de corriger. Il y a des profs qui notent plus large, il y a des lycées qui n'ont pas la même politique de notation, etc. Donc, normalement, si l'apprentissage est bien fait, il peut corriger de tous ces biais-là pour aller chercher quelque chose qui prédise assez bien. Donc ensuite, donc je dis, il y a cette idée d'accompagner avec une information qui est précise et personnalisée. Et ce que fait assez bien l'IA ou les données massives, hein, ça va être le ciblage. Donc typiquement, ce qui va intéresser les programmes qui veulent augmenter la diversité, c'est des élèves qui pourraient réussir dans des filières scientifiques, notamment les plus sélectives, mais qui choisissent assez peu ce genre d'orientation. Donc en fait, on a, je dirais, un écart fort entre ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils font. Alors, peut-être que cet écart est là pour des bonnes raisons. On peut avoir des élèves qui ont envie d'aller vers une filière littéraire, même s'ils sont très bons en maths. Mais c'est un peu trop systématique, comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Par exemple, on sait que des élèves qui sont dans des départements hors Île-de-France sont très susceptibles de ne pas s'orienter vers des filières scientifiques sélectives. Pourquoi exactement, ça mériterait d'être mieux compris, mais en tout cas, l'écart est très très fort avec la région Île-de-France. Donc, on pense qu'il y a des talents cachés qui peuvent être révélés par ce moyen. Donc, le ciblage va permettre de concentrer les moyens, puisque les moyens ne sont pas toujours en abondance, sur des groupes où on pense que l'effet d'une intervention va être le plus fort. Donc, ensuite, on a besoin, encore une fois, de l'IA, mais sous un aspect un peu différent, qui est que dans cette démarche, on ne va pas faire ce qu'on reproche justement à beaucoup de choses qui ont été faites avant. C'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas faire, c'est typiquement se trouver dans une position où on n'évalue pas les choses. C'est-à-dire que c'est possible que dans les mesures qu'on propose, elles n'aient pas l'effet attendu. Il y a plein de raisons pour lesquelles on pense que quelque chose va avoir un effet, puis ça n'a pas cet effet-là. Donc, on veut être précis sur l'évaluation. Donc là, j'ai mis un petit visuel pour rappeler quelle est la problématique, puisque ce qu'on voudrait, c'est si on avait simultanément, plusieurs
mesures qu'on essaye, plusieurs interventions qui sont comparées, on voudrait assez vite pouvoir allouer les élèves vers ce qui fonctionne bien et arrêter de mettre des élèves vers des choses qui fonctionnent moins bien. Donc, c'est typiquement une analogie par rapport aux médicaments. On essaye différents médicaments. S'il y a quelque chose qui a l'air très prometteur, on a envie de mettre plus de gens dans ce bras du traitement. Mais donc, mathématiquement, ça ressemble à un problème qu'on appelle exploitation-exploration, puisque typiquement, les traitements ici, ça va donner des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va voir qu'en moyenne, par exemple, le traitement du milieu semble donner des meilleurs résultats. Enfin, la moyenne est plus haute que si on regarde ici. Mais la variance ici est relativement faible, donc on comprend que ce traitement est pas mal, mais c'est possible que, par exemple, celui qui est à droite, qui a plus de variance encore, pour l'instant, a une moyenne plus faible, mais c'est possible néanmoins que le meilleur traitement se trouve par ici. Et ça, on ne le sait pas, et donc on a besoin d'échantillonner davantage sur le troisième bras, ou le premier, pour essayer de comprendre effectivement si la moyenne est effectivement plus basse ou si c'est juste que la variance étant forte, on n'a pas encore obtenu une précision qui est suffisante. Donc, c'est vraiment ce dilemme exploitation-exploration qui s'applique ici à l'évaluation des différentes mesures. Identifier ce qui marche le mieux. Je vais dire un mot très rapidement sur la mise en œuvre. Donc, très concrètement, comment ça fonctionnerait, ce genre de choses? C'est que c'est une intervention qui est à la discrétion des chefs d'établissement. Ce n'est pas les chercheurs ou les gens qui voudraient porter ces mesures qui vont de même contacter des élèves ou leur imposer quelque chose. Donc, comme il y a un cadrage, enfin une alliance cadre avec Pronote, l'idée c'est que Pronote va développer des nouvelles fonctionnalités auprès des chefs d'établissement en disant, écoutez, voilà, on vous propose via l'IA de faire des recommandations d'orientation ou d'intervention, et vous pouvez décider ou pas, sur un simple clic, de faire passer ça à vos élèves, à leurs parents. Et donc, les élèves reçoivent un lien avec un accès à l'intervention qui est utilisée. Il faut noter que les interventions utilisent des informations qui sont objectives autant que possible et qui restent facultatives. Donc, ce n'est pas nous qui leur disons allez vers les sciences parce que les sciences c'est bien. On leur dit voici ce que vous pourriez avoir si vous alliez vers les sciences. Donc, quand on fait ce genre de projet quasiment à égalité avec les aspects techniques, il y a les questions d'éthique qui sont absolument fondamentales. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut mettre de côté. Et donc ici, il y a trois aspects. Il faut s'assurer que c'est opportun, c'est-à-dire qu'il y a un gain réel pour les utilisateurs, c'est-à-dire les élèves. Il faut s'assurer qu'en termes de données, on ne fait pas n'importe quoi. Mais ici, l'idée est vraiment d'utiliser des serveurs et des choses qui sont tout à fait sécurisées. Et il n'y a pas d'accès des chercheurs directement aux données individuelles. C'est fait à travers un firewall et des garanties qui sont prises soit par Index Éducation qui détient ces données aujourd'hui, soit par le CASD qui est un centre d'accès aux données. Et bien évidemment, une recherche comme ça nécessite toute une série d'autorisations préalables liées au RGPD, liées IRB, ça veut dire Internal Review Board, donc c'est quelque chose qui sont des évaluations des comités internationaux qui évaluent l'opportunité de faire une recherche, en particulier avec des mineurs, en particulier pour ceux qui n'auraient pas accès à une information large. Donc tout ça sont des aspects qui sont, dès la conception, on le voit ici, intégrés dans le projet. Alors, combien ça coûte un projet de ce type et pourquoi c'est long? Alors ici, on a ciblé à peu près 1 million d'euros le budget nécessaire et à 5 ans la durée pour commencer à voir clair. Alors, je vais dire un mot sur le budget. C'est assez clairement de constituer une équipe de gens qui sont compétents en data, traitement des data et d'aller obtenir toutes les informations nécessaires, faire la pédagogie autour du projet. Donc ça, c'est important. C'est un projet aussi de recherche, donc il y a des doctorants. On veut vraiment produire de la recherche avec ce projet. Et c'est un projet sur 5 ans ici, puisque pour commencer à savoir si les mesures d'orientation ont la moindre efficacité, on va au temps du lycée et il faut probablement au moins 3 ans pour savoir si effectivement on est parti dans la bonne direction et si on a bien atteint quelques objectifs positifs, c'est-à-dire une meilleure orientation des élèves. Il y a des prolongements tout à fait importants. Le premier, c'est l'implication de l'école. Je ne vais pas beaucoup parler de l'école, mais il y a un pôle diversité qui est très actif, qui est en train de se restructurer. Il y a une possibilité d'avoir une implication des élèves qui sont aujourd'hui dans les lycées. Concrètement, il y a une partie des élèves qui passent leur formation humaine et militaire dans des lycées, qui pourraient tout à fait aider au projet, intervenir, porter un certain nombre d'initiatives.
Les techniques de ciblage qu'on développerait peuvent tout à fait être adaptées aux programmes qui sont mis en place dans les écoles, donc l'école polytechnique, mais d'autres écoles, qui pourraient donc cibler des élèves qui bénéficieraient le mieux des initiatives Monge, des initiatives cordées de la réussite. Donc ça permettrait d'éviter que les gens s'auto-sélectionnent et de prendre ce risque qu'à la fin, ce soit de nouveau les enfants de professeurs qui se retrouvent dans ces dispositifs. Donc on peut espérer un effet positif de ce type-là. Et, j'allais dire last but not least, en bon français, on espère qu'on puisse faire de la recherche de bon niveau. Donc, j'ai écrit ici une partie qui est très appliquée sur la diversité, mais il y a vraiment toute une série de questions en recherche sur l'éducation qui peuvent être revisitées, je pense, avec profit, puisqu'on aura accès à un ensemble de données qui est sans précédent dans ce type de recherche. L'état d'avancement du projet, c'est la constitution à gauche d'une équipe de gens qui sont tout à fait spécialistes de ces questions. Dans une première étape, on a donc créé cette équipe puisque ce projet a été sélectionné par l'école, donc on a commencé à travailler, on a préparé ce type d'exposé, on a regardé toute une série de choses sur l'état de la littérature et on en est à un accord cadre avec Index Éducation. Et aujourd'hui, on est sur la phase 5, qui est donc celle de recherche de financement. J'en ai terminé avec un tout petit peu de retard, dont je m'excuse. Je voudrais quand même, avant de prendre vos questions, remercier toutes les personnes qui m'ont aidé. Elles sont nommées en dessous, et toute l'équipe de la Fondation qui m'a beaucoup aidé à préparer cet exposé. Je suis très heureux de prendre toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup aussi aux participants qui sont nombreux, qui sont restés pendant toute la présentation et qui sont nombreux aussi à avoir posé des questions. Alors peut-être pour en prendre quelques-unes, évidemment pas mal de questions autour de l'éthique que soulève un projet comme le vôtre, et notamment, voilà, on a une participante qui nous dit: dans les propositions que vous nous soumettez, il y a de belles perspectives, mais cela fait toutefois penser à Minority Report. Quelles sont les limites éthiques? Comment ne pas indiquer à un élève qu'il n'a aucune chance, alors que peut-être que si, puisqu'il y a un concours infini? Non, je pense que c'est les questions d'éthique. Je vais me permettre de revenir un tout petit peu sur malheureusement, c'est un peu court ici dans la description, mais il faut bien voir que l'aspect Minority Report, c'est pas les chercheurs ici qui vont avoir accès à des données nominatives. Je ne pense pas que j'aurai en face de moi, sous mes yeux, les données qui comporteraient des noms, des dates, etc., des choses qui identifieraient les gens. On n'en a pas besoin pour le projet. Ce projet peut fonctionner sans qu'on ait accès en tant que chercheur à ces informations. Et ce qui est prévu, et ça, il faut vraiment insister sur ce point, c'est que toute la partie apprentissage machine learning se ferait directement dans les locaux d'Index Éducation avec leurs règles de sécurité. C'est-à-dire que les données restent là où elles sont, elles ne sortent pas, elles ne bougent pas. Et c'est simplement, nous, on a besoin de la partie apprentissage. On n'a pas besoin de savoir qui est qui précisément. On a besoin de savoir les élèves qui ont ces caractéristiques deviennent plutôt quelque chose comme ça. Et quand ils prennent l'option sciences, par exemple, ça se passe bien, pas bien, etc. Donc, on peut donner des informations plus précises que ce qui est possible aujourd'hui, plus personnalisées. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, je dirais, confidentialité des données. En particulier pour des personnes mineures, c'est encore plus strict. Il y a des réglementations là-dessus, évidemment. Voilà. Donc, je passe sur les autres aspects qui sont tout à fait importants, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est présent dès la conception du projet, que de s'assurer sur plein d'aspects que le projet a une dimension éthique. Et encore une fois, moi, je n'aurai jamais accès aux données personnelles. Je ne pourrai jamais dire qui fait quoi. Et par exemple, mes collègues dans le bureau à côté ont l'intégralité des déclarations d'impôts des Français, mais de manière anonymisée. Ils ne peuvent pas remonter pour savoir qui est qui, etc. Mais c'est des données qu'aujourd'hui, on sait gérer, on sait faire ça avec de la sécurité, on sait faire ça avec du respect de la vie privée, on sait faire ça avec une dimension éthique forte. Et si vous avez jamais entendu parler de fuite ou de choses comme ça, c'est parce que justement, on a des outils qui permettent de faire ça de manière tout à fait sûre. Je vous recommande le Centre d'accès sécurisé aux données, CASD. On trouve facilement en trace sur Internet. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est vraiment fait pour ça, mettre à disposition des chercheurs des données sensibles.
Merci Guillaume. Pas mal de questions également sur le partenariat avec Pronote. Peut-être deux questions en particulier. D'abord, des interrogations sur la façon, quel est l'accord cadre avec Index Éducation. Est-ce que les données de Pronote sont à vendre comme ça? Et l'autre question qui est par rapport à l'autre logiciel qui est École Directe, qui est le logiciel du privé, puisque la remarque, c'est que beaucoup d'élèves défavorisés sont également dans le privé et donc sont plutôt gérés par École Directe. Merci. Oui, donc Pronote, ce n'est pas l'intégralité de l'univers scolaire français. Il y a des concurrents de Pronote. Je pense que notre travail de chercheur, c'est de montrer la faisabilité d'une démarche de ce type et l'apport de données massives qui aujourd'hui n'ont pas été utilisées vraiment pour ce genre de choses. Et donc, si effectivement c'est des choses qui font leur preuve, on l'espère en tout cas, je pense que c'est assez simple de transposer à un autre logiciel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui soient propriétaires. Mais ensuite, je reviens un tout petit peu sur l'accord avec Pronote. L'accord que nous avons avec Index Éducation est en cours de signature. Il y a beaucoup de détails à voir. C'est un accord qui… Index Éducation est une entreprise privée, c'est-à-dire qu'eux disent « nous, on est très favorable à cette recherche » ou à des recherches en général. Par contre, on ne peut pas, nous, sur nos données propres, mettre pendant 5 ans des gens qui vont travailler que pour la recherche. On n'a pas cette possibilité-là. Et donc, l'accord qu'on a avec eux, c'est qu'ils nous facturent, il y a vraiment quelque chose à payer, mais ce qu'on dirait, on dirait au coût marginal en économie, c'est-à-dire ils ne cherchent absolument pas à faire des profits sur le travail qu'on pourrait faire ensemble. Donc, il y a encore des discussions, mais la version la plus plausible, ça va être une version où il y aura une personne qui sera salariée et pour laquelle dont on paiera le salaire, qui sera installée chez Index Éducation pour pouvoir, dans les conditions de sécurité maximale, faire un certain nombre de choses. Et cette personne nous rendra compte directement sous forme de tableau synthétique, et encore une fois, aucune donnée personnelle, évidemment. Donc ça entraîne un coût, et c'est quelque chose de nouveau. Enfin, je vais faire une toute petite digression là-dessus, mais la recherche en France a beaucoup utilisé des données qui sont des données administratives. Et ça a été toute une affaire, parce qu'il fallait développer les accès sécurisés, etc. Aujourd'hui, l'enjeu est vraiment de voir comment on va pouvoir avoir des données administratives d'un côté et des données privées de l'autre, et faire communiquer ces deux ensembles de données. Donc, c'est un enjeu qui n'est pas que français, qui est général. Il y a plusieurs possesseurs de données, aucun n'a de vocation à transmettre ces données à l'autre personne, mais il y a pourtant des moyens informatiques aujourd'hui, ce qu'on appelle federated learning, qui vont permettre justement de quand même faire un certain nombre d'opérations statistiques sans avoir besoin d'appareiller les bases. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour la recherche. Et donc, il y a devant nous, je dirais, beaucoup de recherches assez enthousiasmantes où les notes qui sont détenues de façon administrative, les notes du bac, les notes du brevet, vont permettre des comparaisons entre élèves au niveau national. Et ensuite, on aura toutes ces notes, toutes ces informations détaillées dans Pronote. Et donc, en combinant ces deux choses-là, on a à la fois une évaluation nationale et des évaluations très spécifiques. Donc, par exemple, c'est typiquement là qu'on va pouvoir regarder comment les politiques de notation des établissements ou même des enseignants ont un impact. On sait qu'un 12 à un endroit n'a pas l'impact d'un 12 à un autre endroit. Donc, avec ces techniques-là, on doit pouvoir repérer que si tel prof de maths met 12, ça, c'est typiquement des élèves qui sont tout à fait prometteurs pour les sciences. Mais que si tel autre met 15, ce n'est pas forcément un signe qu'il faille aller vers une filière scientifique. Donc ça, c'est quelque chose qui, normalement, puisqu'on a beaucoup d'informations, devrait être assez facilement pris en compte dans ce genre de démarche. Ok, merci. Également une question par rapport au lien avec le ministère. Oui. Et quelle est la réaction des pouvoirs publics à date ou prévisible à moyen terme par rapport à ce projet de recherche? Oui, alors ça, c'est tout à fait une bonne question. Donc, je me permets de rajouter un slide ici. Ce travail se fait main dans la main avec un collectif qui s'appelle le collectif Maths et Sciences. Et j'ai rajouté entreprise avec un point d'interrogation puisque c'est un collectif qui est en train de s'ouvrir beaucoup. Donc, vous avez en dessous beaucoup d'acronymes. Par exemple, en bas à droite, vous avez l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques, UPS.
Vous avez les sociétés savantes, les actuaires. Donc ça, ce sont un ensemble d'associations ou d'organisations qui sont regroupées face à la crise dans ce qu'on appelle le collectif Maths et Sciences. Je participe personnellement à ce collectif Maths et Sciences et ça nous a permis de rencontrer un certain nombre de décideurs. On pourrait en faire plus, mais c'est du travail. Et donc, on a été reçus à l'Élysée, on a été reçus à Matignon pour vraiment au moins porter le constat, qui est le constat que vous avez vu en introduction, et suggérer un certain nombre de choses. Alors là, on s'est intéressé à l'orientation, puisque on voit que c'est quand même possible de rester dans je dirais, la structure existante et d'avoir un apport. Ensuite, il y a certainement un travail à faire sur le contenu des programmes, le recrutement des enseignants, le nombre d'heures de maths. Bon, ça dépasse le cadre de ce projet, clairement. Moi, je n'ai pas du tout ces prérogatives, ni même la prétention d'influencer ces décisions-là. Mais je pense qu'on est vraiment à la frontière de ce qu'on appelle la recherche-action. Donc, on veut vraiment essayer de suivre ce projet jusqu'à sa mise en œuvre. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on soit associé avec un collectif très large, qui regroupe quand même tous les enseignants de maths, les chercheurs, et qui s'est donné vraiment comme objectif, je vous donne un exemple ici, de diffuser de la connaissance. Donc c'est vraiment l'idée, c'est regrouper, mettre en forme et faire en sorte que ces problématiques, les gens puissent se les approprier le mieux possible. Donc là, je mets un exemple, une tribune dans le monde, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites dans le cadre de ce collectif. Et qui, encore une fois, a la particularité d'associer des organisations plus traditionnellement, on va dire, syndicales et des entreprises qui s'inquiètent de constater qu'il y a une baisse très nette du nombre de diplômés scientifiques, alors qu'elles ont besoin, dans la banque, dans l'assurance, dans l'actuariat, dans plein d'autres domaines, elles ont besoin de diplômés en sciences. D'accord, merci. Je vais poser encore peut-être une ou deux questions. Quelques interrogations aussi sur l'intelligence artificielle. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Ta, 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 ta. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais prendre celle qui est, celle qui est rentrée plus récemment. Donc, si les données d'entrée pour l'apprentissage des modèles sont biaisées, comment, il y a historiquement un manque de diversité dans les élèves qui vont dans les filières scientifiques, comment être sûr que les prédictions du modèle ne seront pas elles-mêmes biaisées? Ça, si on rentre des données de mauvaise qualité dans un très bon logiciel, il ne sortira pas grand-chose de très bon, ça tout le monde l'a en tête. Je pense qu'on a un certain nombre de données objectives. Bon, les notes sont des données objectives. Elles ne sont peut-être pas mises correctement, ou peut-être que les enseignants les biaisent d'une manière ou d'une autre, mais ces notes-là qui sont celles des élèves. Il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Et je pense que moi, je mise beaucoup sur la masse de données, c'est-à-dire quand on a des millions d'observations, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent, mais normalement, on doit commencer à éliminer une grande partie du bruit qui peut entourer la notation, l'évaluation. Il ne faut pas oublier que dans Pronote, il y a beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que, par exemple, on peut voir combien de fois les parents se connectent sur le site. Donc, des parents qui se connectent très souvent, on peut supposer qu'ils sont soucieux d'être informés des résultats scolaires de leurs enfants. Il y a des gens qui ne se connectent jamais. Et donc, on peut aller chercher des informations qui aujourd'hui sont difficiles à déceler même par les enseignants. Donc, c'est vraiment le côté magique un peu du machine learning, c'est qu'on va aller chercher toutes les informations disponibles pour voir celles qui fonctionnent le mieux. Donc, peut-être que si les parents se connectent pas très souvent, c'est un prédicteur fort d'un certain nombre de choses. Peut-être que la distance à l'établissement est un prédicteur de quelque chose. Mais on ne fait pas d'hypothèse a priori. On prend tout ça et on va regarder ce qui marche le mieux. Donc, l'idée, c'est que normalement, ça devrait éviter un certain nombre de biais, puisqu'on constate de façon assez objective la réussite. Par exemple, on peut dire si on se donne comme critère de réussite, on peut en prendre plusieurs, mais si on donne comme critère de réussite la réussite au bac ou avoir une mention au bac, c'est une donnée objective. Donc, si on revient en arrière, on va prédire le mieux possible cette donnée objective, à partir de données qui elles-mêmes sont peut-être biaisées, mais normalement, le modèle va nous permettre de passer à travers ces problèmes-là. Ok, merci. Il y avait une question également sur l'intelligence artificielle générative avec un témoignage.
Serait-il possible d'envisager d'utiliser une IA générative bien entraînée, à partir de ChatGPT par exemple, afin d'aider les élèves pour faire leur choix? Je l'ai utilisé pour aider ma sœur qui avait du mal à échanger avec son fils de 17 ans à ce moment-là. Oui, oui. Oui, oui, alors on n'est pas allé aussi loin que je trouvais que ça faisait un peu buzzwords de parler d'intelligence générative ou d'échanges de ce type-là. On peut tout à fait imaginer, sur la base de ces techniques-là, développer un robot conversationnel qui connaît en détail l'orientation, qui connaît en détail, c'est un truc très important, hein, toute la procédure, les questions de bourse, les délais, les moments où il faut faire les choses, quelle information fournir. Donc ça, c'est tout à fait imaginable de regrouper ces informations et de dialoguer en langage naturel avec une intelligence artificielle qui est capable de dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimez, ah mais si vous aimez ça, il y a ça, peut-être que vous ne connaissez pas telle filière, mais c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, peut-être que vous ne savez pas, mais vous avez peut-être droit à une bourse, attention, renvoyez votre document avant le 30 avril, ou des choses comme ça, ou voici les villes où vous pouvez accéder à un logement universitaire plus facilement. Enfin, il y a toute une série d'informations qui pourraient être regroupées de façon tout à fait intéressante dans ce type de choses. Ça, on n'en est qu'au début de ce genre de choses, mais si ça pouvait exister, je pense que ça peut aider massivement les élèves. Oui. Et c'est l'étape, je dirais, la première étape. C'est vraiment de voir, en fonction de ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire, quoi. Très bien, merci. Il y avait des questions également au sujet plus de la diversité géographique. Est-ce qu'il y a des moyens pour détecter tôt dans la scolarité les élèves à fort potentiel en dehors de Paris? Et est-ce que notamment l'internat n'est pas une façon d'aider certains élèves qui sont loin des classes d'excellence? Bah, ça serait un très bon test parce que je pense qu'on va pouvoir apprendre beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire que ce qu'on est capable a priori de faire, attention, l'accord n'est pas encore scellé, enfin, tout n'est pas encore en place, mais ça sera de voir, intéressons-nous juste pour faire simple à la question géographique. On prend un lycée qui est loin, dans un endroit qu'on imagine assez peu connecté à la capitale, par exemple, je sais pas, on imagine la Lozère, et on se dit, bon, bah, est-ce qu'un élève qui est bon en maths au fin fond de sa Lozère, quand même, il va trouver un chemin ou quelqu'un va l'aider à trouver le chemin vers des filières scientifiques, des filières sélectives, aller en classe préparatoire jusqu'à la ville. Et effectivement, la barrière du logement et donc de l'internat peut être tout à fait importante. Mais ça, on devrait pouvoir le tester, on devrait pouvoir le savoir. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des a priori là-dessus ou des petits échantillons, on devrait pouvoir vraiment regarder un peu massivement à l'échelle de la France si c'est le cas. Donc, je pense que on va apprendre beaucoup de choses sur ce genre de choses. Très bien, merci. Une question qui vient d'arriver. Les données permettent-elles de suivre des cohortes d'élèves permettant de voir post-orientation, leurs résultats, école intégrée, diplôme obtenu, ce qui permettrait de corriger des biais de type lycée sur ou sous-notant systématiquement? Oui, alors ça, c'est vraiment fondamental comme question. Donc, ce qu'ont montré mes collègues Bonneau, Grenet, Charousset, c'est que il y a possibilité d'appareiller ces données. Donc, il y a une base de données qui suit très précisément ce que deviennent les élèves dans l'enseignement supérieur. Je pense que beaucoup de gens l'ont en tête. Il y a ce qu'on appelle l'INE, qui est un identifiant de chaque élève. Donc, Pronote a l'INE des élèves qui sont dans leur base. Et ensuite, ce même numéro est utilisé pour suivre les élèves dans l'enseignement supérieur. Simplement, Pronote, Index Éducation, ne l'a que dans la période où Pronote a été utilisé. Et le ministère l'a sur la partie post-bac en particulier. Et donc, là, il faut un peu de bonne volonté des deux parties, mais on devrait pouvoir faire ce suivi. C'est-à-dire savoir ce que sont devenus les gens. Mais après, évidemment, conséquence évidente, c'est que ça prend un tout petit peu de temps pour savoir si on avait bien prévu les choses, etc. Il va falloir quelques années pour observer ce qui est devenu une cohorte. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Où en êtes-vous du financement? Ah, très bonne question. Donc, si on fait un appel aux dons aujourd'hui, c'est bien sûr qu'on espère pouvoir avoir des financements plus amples. Donc aujourd'hui, il faut remercier la Fondation qui nous a déjà aidés sur le tout démarrage. Donc on va bénéficier des premiers financements dans les semaines qui arrivent. On a évidemment des crédits de recherche qui nous permettent d'amorcer des projets sans trop dépendre de financement. Mais ici, dans la recherche de financement, on en est au début sur la partie, je dirais, financement massif.
Et donc, on compte évidemment sur nos généreux donateurs pour nous aider dans ce projet. Mais ensuite, on a complété ça par des demandes. Il existe tout un série de dispositifs qui aident à financer de la recherche. Et je peux dire un mot là-dessus, c'est que les financements qu'on a habituellement pour la recherche, c'est très difficile d'utiliser l'argent qui nous est attribué pour un partenariat avec une entreprise privée. C'est quelque chose qui tout de suite pose problème, pour des raisons assez évidentes, puisque on sait très bien si on achète de la prestation, exactement comment ça se passe. Et donc là, il y a quelque chose sur lequel un financement, on dirait fondation, donc privé, peut nous faire gagner beaucoup de temps et nous éviter pas mal de tracasseries, puisqu'on va avoir une souplesse qu'on aura difficilement avec des financements plus classiques. On est classiquement financé par l'ANR, par les ERC européennes, enfin par un certain nombre de choses, mais qui vont avoir du mal à financer ce genre d'action, en tout cas sur une partie d'entre elles. Merci beaucoup. Donc, message passé, effectivement, nous sommes en recherche de financement pour ce projet. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette masterclass et bien sûr, surtout merci Guillaume pour cette présentation qui a vraiment passionné l'ensemble des participants. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de participants. Je vous donne rendez-vous sur le site de la Fondation pour continuer à soutenir des projets comme celui-ci et suivre nos actualités. Encore merci de votre intérêt, de votre générosité. Très bonne soirée et à bientôt. Merci, bonne soirée.